Parler donc de cet espace de jeu qu'ils doivent à chaque fois aménager pour ne pas se retrouver hors jeu. Pour moi, ce périmètre doit se situer, comme le montre le titre de ma communication, entre ce que j'appelle rigueur scientifique et dépenses spéculatives. Le discours critique que nous produisons doit à la fois tenir compte d'une certaine rigueur, appelons-la scientifique à défaut d'autre chose, et donc qui implique une démonstration rigoureuse et aussi de l'inévitable investissement subjectif, parce que nous manipulons un matériau un peu spécial. Le texte littéraire est lui-même le produit d'une subjectivité. Je vais expliquer le titre de la communication. Donc, je range sous le vocable de discours critique l'ensemble de toutes les productions, les commentaires, les analyses, les cours que nous produisons dans le cadre de notre métier d'enseignant. Ce sont aussi les travaux que réalisent nos étudiants dans les analyses que nous leur demandons de produire quand ils traitent un texte, un sujet d'examen, ou encore les différents travaux de recherche, les exposés, ou encore, de manière plus élaborée, les mémoires de master, ou encore de thèse de doctorat. J'ai accompagné ensuite le syntagme par deux autres, rigueur scientifique et dépenses spéculatives. Ces deux syntagmes demandent à leur tour d'être explicités. Je dirais que pour le premier, donc de rigueur scientifique, il suppose un raisonnement démontrable et bien construit. Le deuxième, au contraire, laisse plus de liberté, plus d'espace au discours, et quand celui-ci se déploie, il se laisse emporter par une certaine subjectivité, et donc le volume de la parole n'est pas tenu alors de respecter un certain ordre, une grammaire, un dispositif particulier. Il nous faut maintenant définir la nature de cet autre discours, ce discours premier, le texte littéraire que nous commentons, analysons. Parmi les innombrables définitions de la littérature, j'en retiendrai celle-ci. Pour Jacques Rancière, l'auteur de la parole muette, la littérature, c'est comme ça qu'il définit la littérature, désigne une ouverture des frontières entre les discours, et il n'y a pas d'expert de cette ouverture. L'important, c'est de dégager des capacités d'élargissement de l'expérience qu'elle porte en elle. Cela n'est pas l'objet d'aucune méthode spécifique. Je relis ce dernier passage. L'important, c'est de dégager des capacités d'élargissement de l'expérience qu'elle porte en elle. Cela n'est l'objet d'aucune méthode spécifique. C'est quoi alors dégager des capacités d'élargissement de l'expérience qu'elle porte en elle, que la littérature porte en elle? Et pourquoi, selon Jacques Rancière, ce genre de réflexion ne relèverait-elle pas d'une méthode scientifique? Et c'est quoi cette expérience? Celle-ci relève de ce que Henri Maldinet appelle le surgissement. Le surgissement de ce qui n'est pas attendu. Je cite donc Henri Maldinet qui écrit « L'apparaître d'une œuvre d'art, écrit-il, ne confirme ni les anticipations d'un projet, ni l'espoir d'une attente. Il est un événement transformateur, un événement qui ne se produit, un événement ne se produit pas dans le monde. Il ouvre un monde et une forme de présence et d'existence inédite. Nous ne sommes pas présents à une œuvre d'art qu'à nous transformer selon elle. » Fin de citation. Et qu'est-ce qu'on peut donc atteindre? Est-ce qu'on peut donc atteindre cette parole à partir, par exemple, de la poétique, qui ne s'occupe pas réellement du texte, mais plutôt de ce que Gérard Genette appelle l'architecte, ou si l'on préfère, l'architextualité du texte, c'est-à-dire
l'ensemble des catégories générales ou transcendantes, type de discours, mode d'énonciation, genre littéraire, etc., dont relève chaque texte singulier. Ça, il le dit dans Palimpseste, qu'il a publié en 1982 aux éditions du Seuil, page 39. C'est ce qui fait donc douter Jacques Rancière quant à la capacité d'une lecture scientifique du texte littéraire. Les raisons de son refus de croire, les raisons du refus de Jacques Rancière de croire à l'exigence d'une théorie de la littérature sont donc doubles. D'une part, la tâche qui consiste à dégager les éléments du langage littéraire participe encore d'une volonté d'un partage des territoires et des activités. D'autre part, l'activité propre du lecteur, sa subjectivité, constitue l'œuvre non en objet d'art, mais en monde. Sur un monde, écrit-il, on ne fait pas de théorie, on fait son propre poème. Le travail du critique, donc du critique philosophe, peut changer de nature. Il élargit les propositions de monde alternatifs que construisent les œuvres. C'est donc toujours aussi un travail d'artiste. L'œuvre, c'est d'abord un événement de pensée, pour reprendre encore une fois les termes de Jacques Rancière, ou encore, pour reprendre une autre définition d'un autre théoricien, celle de Jacques Bouvresse, l'auteur de La connaissance de l'écrivain, pour qui la littérature est une voie d'accès qui ne pourrait être remplacée par aucune autre à la connaissance, à la vérité. C'est, entre autres, pour cette raison, que certains rejettent ces classifications systématisantes, car l'activité propre du lecteur, donc du critique, sa subjectivité, constitue l'œuvre non en objet d'art, mais en monde. Sur un monde, on ne fait pas de théorie, on fait son propre poème. Comment alors nommer ce lieu insituable, infigurable? Comment appréhender le présent du langage comme un moment où doit renaître la relation humaine à partir d'un état de dispersion? Ou encore, on peut se poser une autre question, comment interroger ce que Jacques Rancière, encore lui, appelle le double fond, qui relève d'une dimension herméneutique et qui nécessite le travail d'une intelligence autre. Adapter un savoir théorique qui s'appuie sur un métalangage, prenant la littérature pour objet, est une opération risquée. Ce genre de lecture ne peut s'accommoder d'une rationalité bâtie sur une entreprise de systématisation taxinomique. C'est ce que l'on reproche souvent aux analyses scientifiques de la littérature, d'accord, c'est-à-dire leur froideur, leur insensibilité et leur caractère totalisateur et systématique. La littérature, ce n'est pas du langage quelconque. Elle porte en elle, elle porte à la parole, écrit le philosophe Jean-Louis Chrétien, ce qu'il y a de plus essentiel dans les événements. L'écriture est tout autre chose qu'un langage rendu à la pureté de sa matérialité signifiante. L'écriture signifie l'inverse de tout propre du langage, elle signifie le règne de l'impropriété. On parlera donc à ce niveau de l'espace plastique de l'œuvre, car la lecture est une expérience active et non la consommation passive d'un signifié préétabli. Porter à la parole ce qu'il y a de plus essentiel dans les événements est une autre façon d'envisager la littérature comme le lieu principal où l'on affûte une attention au style, à la foule des manières d'être, aux façons infiniment différenciées d'habiter le monde et de lui donner sens. Il faut donc remplacer l'expérience de lecture dont, comme le préconise la théoricienne française Ariel Macé, à l'intérieur d'une vaste stylistique de l'existence. La littérature ne nous parle pas seulement de texte et en dernier ressort d'elle-même, écrit Jacques Bouvresse, mais également de la vérité, de la vie humaine et de l'éthique. On a souvent fait appel à la science pour analyser
et les sciences de l'homme sont soumises à contribution pour repenser la littérature selon les normes d'une axiologie formelle, et je prends ici l'exemple du structuralisme, où prévalent les exigences de systématicité et de radicalité. A-t-on réussi à atteindre finalement le texte étudié dans sa force? Non. Et à défaut d'atteindre cette force, on focalise souvent sur la forme. La forme fascine quand on n'a pas la force d'atteindre la force en son dedans, c'est-à-dire de créer. C'est une citation de Jacques Derrida que j'ai tirée de L'écriture et la différence. Ce genre de lecture conduit à des impasses. Ce sont ces impasses que l'école de Genève a essayé de dépasser en proposant une herméneutique d'inspiration phénoménologique, une autre façon d'aborder les textes littéraires avec intuition et liberté, dans une allégresse et dans une originalité rarement vue auparavant, en bâtissant un récit sur l'être monde de l'écrivain étudié. La coloration affective de toute expérience humaine montre que la littérature est plus qu'un objet qui demande à être étudié avec des outils scientifiques, mais le produit d'une conscience répondant à des penchants existentiels de l'écrivain qui structure par l'écriture sa perception du monde et de soi. Donc, à ce niveau, la critique se fait création, se fait aussi littérature. On voit donc ici que le terme rigueur scientifique n'apparaît nulle part et qu'on est loin de cette rigueur de la forme, de ce que l'on appelle la présence totalitaire du plein. Pour reprendre ici encore une autre formule du philosophe et psychanalyste français Pierre Legendre. Ce type de critique, comme on vient de le voir, a de quoi dérouter, d'autant plus que les auteurs qui la pratiquent, je parle ici de l'expérience des thématiciens de l'école de Genève, que les auteurs qui la pratiquent, comme on vient de le voir, ont de quoi dérouter, d'autant plus que les auteurs qui la pratiquent, on peut théoriser leur méthode. Les lecteurs curieux de comprendre ou d'appliquer eux-mêmes cette démarche interprétative doivent chercher dans les commentaires critiques l'explication de la méthode et qui s'y trouve exposée de façon pratique et donc implicite. Les résultats, en raison de ces ellipses épistémologiques, sont surprenants et parfois éblouissants. La critique littéraire se fait non seulement interprétation, mais aussi création. Les œuvres des écrivains, ainsi lues, apparaissent sous un nouveau jour, riches en associations inédites. Donc lire, interpréter et écrire en même temps deviennent alors des activités sensibles, presque ludiques, et dans leurs études, on perçoit encore ce plaisir de créer avec les textes. Il n'y a donc rien, encore une fois, de rigueur scientifique dans cette démarche, dans ce genre de lecture. Quelle science, alors, peut-elle trancher effectivement le dilemme de Mallarmé, oscillant entre une croyance de l'intelligibilité du monde et la prise de conscience que l'univers est impénétrable à notre pensée? Comment interpréter scientifiquement, entre guillemets, la surprise, la sensualité, l'abstraction? Roland Barthes, qui a été un temps tenté par le structuralisme, a trouvé des termes justes pour parler de cette opération de lecture qui produit le contraire de ce qu'elle se propose de faire. Il appelle ça le paradoxe du lecteur. Il est communément admis que lire, écrit-il dans le bruissement de la langue, c'est décoder. Décoder, 2 points, des lettres, des mots, des sens, des structures, et cela est incontestable, c'est évident. Mais en accumulant les décodages, puisque la lecture est de droit infini, en notant le cran d'arrêt du sens, en mettant la lecture en roue libre, ce qui est sa vocation structurelle, c'est ce que font les thématiciens, le lecteur est pris dans un renversement dialectique. Finalement, il ne décode pas, il surcode, il ne déchiffre pas, il produit. Il entasse des langages, il se laisse infiniment et inlassablement traverser par eux. Il est cette traversée. Fin de citation.
Et au final, et à suivre le raisonnement de Barthes, c'est le texte qui nous traverse. La lecture est une expérience active et non pas la consommation passive d'un signifié préétabli. C'est cela le sens même de la recherche, c'est-à-dire investir un capital expérience. Prendre le mot expérience au sens que donne à ce mot le philosophe Jean-Marie Schaeffer, qui écrit, je cite, « L'expérience est l'ensemble des processus interactionnels de nature cognitive, émotive et volitive qui constituent notre relation avec le monde et avec nous-mêmes, ainsi que l'ensemble des compétences acquises par la récurrence de ces processus. » On peut pousser encore plus loin cette expérience, cette façon de lire en dehors de toute forme de systématisation et un savoir théorique qui s'appuie sur un métalangage prenant la littérature pour objet et dire avec Jacques Garelli que lire un poème ne peut être réduit à une activité de connaissance sémantique. C'est une épreuve d'être. Le génie des poètes est de saisir spontanément, mais aussi de le faire éprouver dans les parcours temporalisateurs que leur texte propose au lecteur. Donc cette liberté ne doit pas nous conduire aussi, à son tour, à des impasses. Les risques d'une surinterprétation des textes causés par un abus de liberté interprétative ne sont pas loin. Un discours qui parfois frise avec le solipsisme est nocif aussi. Il ne s'agit pas de bannir la science, de faire l'impasse sur certains acquis que certaines approches scientifiques ont apportés dans la compréhension d'un texte, dans la construction d'un raisonnement, dans la confection d'un article. Nous en produisons une quantité durant toute notre carrière. Il faut juste s'appliquer et ne pas tomber dans l'excès de méthode et faire comme le préconise Antoine Compagnon, pour qui, je cite, « théorie ne voudra dire ni doctrine, ni système, mais attention aux notions élémentaires de la discipline, élucidation des préjugés de toute recherche ou encore perplexité méthodologique. » Il faut pour cela, donc, fixer un cadre épistémique qui sortirait en même temps des théories desséchantes et des surinterprétations abusives et sclérosantes, dans ce que Walter Benjamin appelle la surdénomination. La littérature est une manière unique d'aborder le monde et d'entrer en relation avec lui. Par l'art seulement, écrit Proust, dans À la recherche du temps perdu, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre, de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y voir dans la lune. Ce que dit Proust ici peut être dit aussi à propos de la lecture, de la critique. La littérature est une forme, notre façon de faire fonctionner le langage ordinaire, c'est-à-dire laisser passer une possibilité de pensée à laquelle on ne songeait pas au départ. Voici, à mon sens, ce que doit comporter donc une publication, d'accord, ou bien un discours critique. Et je reprendrai encore une fois la proposition de Jacques Rancière, qui voit en la littérature le lieu d'une intensité dont il faut à la fois nourrir son écriture et différencier sa pensée. Si la lecture ne doit pas se faire dans un cadre desséchant et ne doit pas aussi être envisagée selon une conception essentialiste qui exigerait de l'approche attendue de se faire à distance de la production sociale et de la conflictualité historique. Personnellement, c'est comme ça que je vois le problème. Ma conception donc de la lecture du texte littéraire prend aussi en compte les limites de cette approche qui tendrait à sacraliser la littérature et à en faire l'alpha et l'oméga du savoir. La première tâche d'un chercheur en littérature est de définir les attentes, de distinguer les enjeux, de fédérer les champs de savoir. Une pensée en acte doit établir des ponts épistémologiques, des passerelles cognitives, afin de mieux cerner, pour mieux les distinguer, des enjeux de toutes sortes, et nous aider, pour ainsi dire,
à maintenir la circulation du sens dans ce que Michel Serres appelle le grand récit du monde. La littérature est un exercice de pensée, la lecture une expérimentation des possibles, nous dit Antoine Compagnon dans sa leçon inaugurale. Lire et produire un discours critique, c'est cheminer et ouvrir des chantiers sur les lieux mêmes du désarroi et de l'impuissance. C'est une autre façon de retirer, considérer la réalité qui suppose un rapport différent au langage, un moment du procès par lequel la subjectivité parvient à sa réponse et s'atteint dans celle-ci. Il s'agit donc à la fois d'un renouvellement du regard et du langage par lequel ce même regard se soutient. Elle ne peut édifier l'intériorité dont elle procède qu'à condition de ne pas s'assujettir au signifié dont les mots sont porteurs dans l'universel reportage, qu'à condition de suspendre dans son usage paradoxal des mots les significations constituées par l'assentiment du monde et de son règne. Lire, c'est désirer un texte, c'est désirer le texte, le rendre désirable, développer une pensée singulière et exigeante, qui refuse les généralités et les surplans totalisateurs. C'est épouser les rythmes et les secousses auxquels est soumis le jeu lyrique, qui se dilue dans une multiplicité d'instances perceptives. La lecture est déconstructrice du désir d'écrire, écrit Barthes, mouvement tout tendu vers ce quelque chose d'inaccessible à la science. Lire, c'est accueillir le surgissement de ce qui n'est pas attendu. Et c'est à partir de cet écart, cet espace indéterminé, que doit parler le lecteur, le critique du texte littéraire. Telle est la tâche d'un lecteur, d'un critique, celle de retrouver ce monde qu'ouvre l'œuvre littéraire, l'accueillir et se prêter au jeu de la transformation qui transforme et le monde et le lecteur. Peut-on espérer ainsi, à ce niveau d'implication et de tension, retrouver l'impérieux besoin de sens et d'exégèse que requiert toute entreprise sérieuse de production sémiotique, qui nous invite à prendre plus de risques, à mettre fin au péril de l'anomie des modes de production et des lexiques rationalisants. La parole poétique, grâce à la dilatation qu'elle provoque dans l'espace sémantique, produit un surcroît d'existence et élargit du coup l'espace du pensable et notre propre espace ontologique. Parler du travail vivant de la poésie, porter cette ambition au discours, c'est désigner la littérature comme l'acte propre de la vie humaine, comme le fer même en lequel cette vie consiste, comme l'édification par excellence de son être de vie. Alors, pour conclure, je dirais donc que pour insérer tout ce que je viens de développer dans la rédaction d'articles destinés à être publiés dans des revues, encore d'intervention dans les colloques, c'est donc aménager un espace de jeu dans lequel il faut à la fois prendre en compte un certain nombre de concepts qui peuvent nous aider dans un premier temps, si vous voulez, à rentrer dans l'œuvre, et c'est aussi se permettre, se donner plus de liberté dans l'interprétation, sans tomber bien sûr dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la surinterprétation, ou ce que Walter Benjamin appelle la surdénomination. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire, et je vous redonne la parole. Merci.